Hey, salut! Cet épisode est présenté par Aura Protection et ses culottes menstruelles qui vont tellement changer ta vie que je regrette presque mon hystérectomie. Je vous le dis, j'oubliais que j'étais menstruée avec ces culottes-là et surtout, j'ai découvert une liberté que j'avais jamais connue avant. Celle de bouger, de dormir, de vivre sans avoir toujours besoin de penser à ma protection menstruelle. Mon seul regret, c'est de les avoir découvertes juste à 35 ans. Ça fait que faites pas la même erreur que moi et rendez-vous sur le www.auraprotection.com. Ah, puis quelque part pendant l'émission, vous allez entendre sonner. Ça va être la minute menstrue qui débarque sans prévenir, comme vos règles. Salut, vous écoutez Guerrière par Maud Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que les femmes vivent et ne devraient jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se parler du prix du couple hétérosexuel. Parce que ça coûte très cher aux femmes de vivre en couple avec un homme. Et je trouvais ça très intéressant d'aborder ce sujet-là en ce moment, d'autant plus qu'on entend un discours que vous avez peut-être entendu dans les derniers mois, dernières années, de certains hommes, une minorité évidemment, qui disent que les femmes présentement rejettent les hommes, les abandonnent, ne veulent plus vivre en couple avec eux. Et là, sont bien malheureux de ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez entendu. Je suis allée voir un peu les chiffres, juste pour me faire une tête à ce sujet-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, au Canada, il y a 1 million d'hommes célibataires de plus que de femmes. Ça, c'est un fait, c'est définitif. Par contre, il n'y a pas moins de gens en couple qu'avant. On dit qu'en ce moment, il y a 57% des gens qui sont en couple. Il y a 100 ans, c'était 58 et ça a fluctué dans le temps. Donc, c'est faux de dire que les femmes ne veulent plus être en couple avec les hommes. C'est pas une donnée qui a changé à l'intérieur des 100 dernières années. Ma petite théorie là-dessus, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui réagissent en ce moment au fait qu'on critique ce qui se passe dans les couples hétérosexuels. On n'est plus d'accord avec le fait d'en faire plus que les hommes, que on paye 50-50 alors que notre chum gagne plus cher, que bon, il y a beaucoup de choses dont on discute en ce moment et qu'on critique des couples hétérosexuels. Puis je pense que c'est peut-être une petite réaction à ça. Ah, les femmes nous aiment plus, elles nous rejettent. Non, statistiquement, on ne rejette personne en ce moment, mais oui, on réfléchit. On réfléchit parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne font pas de sens et on se demande hey, comment on peut gérer ça pour que ce soit plus équitable. Ça, c'est vrai. Et à propos du prix du couple, il y a beaucoup de choses à voir, à réfléchir. Et vous allez voir à travers les différentes charges qu'on va voir que paie la femme au quotidien dans son couple, que la plupart sont vraiment influencées par les rôles de genre, parce qu'on attend d'un homme et ce qu'on attend d'une femme. Et si on pouvait reconstruire tout ça, en fait, d'une façon plus saine, probablement que le prix du couple diminuerait beaucoup pour les femmes. Vous allez voir, c'est un peu tout le temps la solution aux problèmes qu'on rencontre dans les couples. Donc, la première charge qui pèse sur les femmes par rapport au couple, c'est la charge esthétique. Parce que, on sait que les standards de beauté pèsent plus lourd sur les épaules des femmes que des hommes. Ça, c'est un fait. Et non seulement ça, mais on sait aussi qu'en tant que femme, on est littéralement programmé pour être à la quête du prince charmant. Tu sais, ça commence vers comme, j'en ai parlé dans l'épisode des standards de beauté, vers 4-5 ans, quand on nous met devant toutes sortes de films de princesses, où la princesse attend son amoureux, l'homme qui va venir la sauver, changer sa vie, etc. Vous connaissez le topo. Oui, les films actuels sont un peu différents. On n'est plus dans le Cendrillon ou la Blanche-Neige, mais reste qu'on a encore affaire souvent à des scénarios romantiques où l'amour est au centre de la vie des femmes. D'ailleurs, les films, les téléséries conçues plus spécifiquement pour les femmes ont toujours comme sujet central l'amour. C'est pas le cas des hommes. Les hommes, ils ont des séries d'aventures, ils ont des séries de toutes sortes de choses. Des fois, il y a une petite histoire de séduction par en dessous de ça, mais très peu. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment l'image de ce qu'on nous apprend très vite à être notre préoccupation principale. Pour les femmes, les filles, en fait, les jeunes filles, trouver l'amour de leur vie. Pour les hommes, se réaliser sur tous les plans. Évidemment, on peut se réaliser sur tous les plans aussi. Évidemment, on vit dans une société qui nous encourage de plus en plus à le faire en tant que femme, mais ça reste un message qu'on reçoit et qu'on intériorise, et les jeunes filles d'aujourd'hui aussi. Si vous pensez à vous quand vous aviez 15 ans comme adolescente, fort probablement que l'amour était au centre de vos préoccupations, de vos réflexions au quotidien. Vos chums de gars, sans dire qu'ils s'en foutaient, probablement moins. Et si vous regardez les adolescentes d'aujourd'hui, vous risquez d'observer quelque chose de similaire. Peut-être un petit peu différent, un peu moins,
mais il y a quand même encore une marge entre garçons et filles à ce propos-là. Donc, très jeune comme fille, on rentre dans cette quête du prince charmant-là. Et pour pouvoir avoir notre carte d'abonnement à la séduction, la possibilité de séduire, de rencontrer, ben, on doit cocher certaines cases par rapport à notre physique. Je pense aux poils, par exemple, parce que je pourrais vous parler d'avoir une belle peau, d'être maquillée, d'avoir des beaux cheveux, de pas d'être tout croche, d'avoir des beaux vêtements, des vêtements qui nous mettent en valeur, qui peuvent nous rendre potentiellement sexy, mais pas trop, pas vulgaire non plus. On va être beaucoup là-dedans parce que sinon, on va subir du jugement de la part de plusieurs garçons, de la part de plusieurs hommes. Mais le poil, entre autres, est un bon exemple. On veut pas de poil. Le poil, c'est yark, c'est dégueulasse, etc. Donc, on va devoir se soucier de beaucoup de choses en lien avec notre apparence qui, forcément, risque d'engendrer un paquet de dépenses, inévitablement. Et c'est prouvé que les femmes dépensent plus d'argent que les hommes pour ce qui a rapport à leur apparence dans un contexte de dating. Donc, il y a un prix, même avant que le couple commence, qui est payé de plus par les femmes que par les hommes. Et là, vous allez me dire, « Ah oui, mais là, tu sais, les filles, ils capotent avec leur apparence, puis tout ça, tu sais, c'est un peu dans leur tête, les gars, ils s'en font pas tant que ça avec ça. » Ben, en fait, c'est faux. Parce que même les études les plus récentes montrent que les hommes, en contexte de séduction, valorisent davantage l'attirance physique que tout le reste, versus les femmes qui, elles, vont valoriser plus l'intelligence, mais aussi, et c'est très intéressant, le statut et les moyens financiers. Et là, j'entends une gang de gars dire « Yeah, je le savais, ils veulent juste notre cash! » Non! Rappelons-nous que nous vivons encore dans une société avec des rôles super genrés, où ce qu'on attend des femmes, c'est qu'elles soient douces, gentilles et belles, et que les hommes soient forts, puissants et potentiellement pourvoyeurs. On ne s'est pas débarrassé de tout ça, la gang. Et peut-être que vous dites « Ah ben moi, je suis pas comme ça, là. Moi, ce que mon chum gagne, ça me dérange pas. Je vous dirais que moi non plus, mais c'est des tendances qu'on observe, quand même. Et peut-être que ça vous dérange pas ce que votre chum gagne, mais mettons, et là, que personne ne me tire de pierre, mais si c'était, je sais pas moi, un gars qui fait du bicycle dans un cirque et qui gagnait 15 000 $ par année, je sais pas si c'est payant, là, hein? C'est vraiment un exemple boiteux, OK? Est-ce qu'il vous intéresserait autant? Est-ce que ce serait un turn-off pour vous? Parce que c'est ces questions-là qu'il faut se poser pour aller plus loin. Juste se dire « Ah non, moi, je suis pas de même. » OK, mais pousse plus loin. Mets-toi dans des situations. Ça te dérange-tu? T'en penses quoi? Ça te conforte ou ça te confronte comment? Ça vaut la peine de faire cet exercice-là. Bref, tout ça pour dire que l'apparence physique, à ce jour, est très importante pour une grande partie des hommes. Et alors que nous, on est à la quête du prince charmant et qu'on cherche à se démarquer de toutes les manières possibles, bien forcément, on va mettre le paquet sur tout ce qui a rapport à notre apparence, quitte à dépenser une fortune et passer un temps épouvantable à prendre soin de ce qu'on a l'air. Et là, vous allez me dire, « Oui, mais là, ça c'est vrai pour la force de séduction, mais quand la force de séduction est passée, tout le monde se laisse un peu aller, puis c'est pas grave. » C'est vrai qu'on se laisse un peu aller, je suis d'accord, mais les études disent tout de même qu'il existe une corrélation entre la satisfaction des hommes à l'intérieur de leur couple et l'attirance physique qu'ils ont pour leur partenaire. Et c'est moins vrai pour les femmes. Même après plusieurs années de couple, les hommes continuent d'accorder plus d'importance à l'apparence physique que les femmes. Et je le dis toujours plein de fois dans tous les épisodes, ce sont des études, ce sont des moyennes. Ça ne veut pas dire que c'est le cas chez vous, pour ça non plus. Mais c'est vraiment ce qu'on observe. Donc, ce qu'on comprend, et on l'a déjà reçu comme message, et on continue de le recevoir comme message comme femme tous les jours dans la société, c'est que notre apparence et le fait de prendre soin de notre apparence est essentiel pour trouver l'amour, mais aussi pour le garder. Et ça coûte très cher. Ça coûte cher en temps parce qu'on dit qu'en moyenne, les femmes passeraient 40 minutes par jour à prendre soin de leur apparence versus 20 pour les hommes. Et ça coûte aussi cher en argent parce qu'on dit que les femmes dépenseraient plus de 1 000 $ par année pour leur apparence versus environ 700 $ pour les hommes. Donc oui, tant au niveau de la séduction que dans la vie de couple à long terme, il y a vraiment une charge esthétique qui pèse sur les épaules des femmes. Vient ensuite la charge sexuelle. Vous avez peut-être écouté l'épisode sur le devoir conjugal. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite fortement à l'écouter. Il explique beaucoup plus en détail que ce que je vais faire maintenant, ce qu'est la charge sexuelle. Mais ce qu'on appelle le devoir conjugal, en fait, hein, c'est ce qu'on demandait aux femmes il y a plus ou moins 100 ans, c'est-à-dire d'avoir des relations sexuelles avec leur mari pour faire des bébés.
C'est dans le but de coloniser finalement l'endroit où on se trouvait, que ce soit ici ou ailleurs. Et à l'intérieur de ces relations-là, l'idée, c'était aucunement d'avoir du plaisir. Même qu'à un certain moment, le plaisir de la femme pendant ces relations-là était proscrit. Il fallait juste qu'il fasse des bébés. Ce qui est ironique, ou pas du tout, ou voulu, c'est que l'homme, lui, forcément, avait du plaisir parce que l'éjaculation, l'orgasme, est nécessaire pour faire des bébés, pas celui de la femme. Mais bref, ce principe de devoir conjugal-là, que la femme doit se soumettre sexuellement à l'homme pour faire des bébés, elle a perduré dans le temps et est devenue la femme doit se soumettre au désir sexuel de l'homme, point. Même si on fait moins de bébés aujourd'hui, ça change rien. Et évidemment, on est sorti de là, vous allez me dire, ouais, aujourd'hui, on n'est plus là. Mais beaucoup de femmes à ce jour ressentent de la pression d'avoir des relations sexuelles avec leur chum, même si elles en ont pas envie, parce qu'elles ont peur qu'il aille voir ailleurs, qu'il ne soit pas satisfait. Certains hommes vont effectivement être en colère, vont bouder, et pour toutes ces raisons-là, vont se forcer à avoir des relations. Et ça ressemble dangereusement au devoir conjugal, parce qu'on le fait pas parce qu'on en a envie. On le fait parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on se sent obligé de le faire. Advenant le cas, on va mettre ça de côté. On dit, ah non, moi, mon couple est déconstruit, on fait l'amour parce qu'on en a envie tous les deux, ça peut être une fois par semaine, puis après, ça peut être un mois sans rien faire, c'est pas grave, l'important, c'est qu'on soit bien, c'est un moment de plaisir partagé, etc. Reste aussi la charge d'entretenir le piquant qui restera dans le domaine sexuel. La plupart du temps, ça va être les femmes qui vont aller s'acheter des petits soutiens-gorge puis des petites bobettes sexy. Ce qui est assez ironique si elles ont même pas envie de faire l'amour, ce qui est le cas de plusieurs. Elles ressentent le besoin non seulement d'entretenir les relations sexuelles avec leur conjoint parce qu'il en a besoin, mais aussi d'entretenir la flamme et le piquant pour pas qu'il aille voir ailleurs. C'est capoté, là. Et donc, d'entretenir cette flamme-là en, par exemple, achetant ces sous-vêtements sexy-là, en organisant un petit souper au restaurant, en faisant des petites choses sexy à la maison, des petites chandelles, une petite musique, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui pensent à ça, mais à ce jour, ça reste quand même un réflexe qui est beaucoup plus féminin. Donc, les femmes sont en charge d'entretenir la vie sexuelle du couple, même si dans bien des cas, ce ne sont pas elles qui en ont le plus envie, ce qui est assez ironique. Et qui dit sexe dit forcément contraception. Et on sait qu'à ce jour, ce sont les femmes qui sont principalement responsables de la charge contraceptive, donc une autre charge du couple. On sait qu'en ce moment, c'est une femme sur 3 qui utilise la pilule ou le stérilet et que 50% des femmes auront utilisé la pilule ou le stérilet au cours de leur vie d'une manière ou d'une autre, ce qui est énorme, surtout quand on sait que plusieurs de ces moyens de contraception-là ont des effets secondaire. Mais pire encore, dans beaucoup de cas, et même dans des couples établis depuis longtemps, c'est la femme qui paie le moyen de contraception. Et c'est un sujet que j'ai aussi abordé dans un épisode sur la contraception de la saison 1 que je vous invite à écouter. Des femmes qui me disent « Ouais, mais c'est pas grave, les assurances remboursent, là, ça me coûte même pas 5$ par mois. » Mais pourquoi le payeriez-vous seul? Un moyen de contraception, c'est pas un moyen de contraception pour une personne. C'est un moyen de contraception pour 2 personnes qui ont une relation sexuelle ensemble. Il n'y a aucune raison que ce soit à la charge d'une seule de ces 2 personnes-là. Évidemment, on parle dans un couple établi. Du monde qui date, c'est un peu différent. On va gérer ça autrement. Je comprends, je suis d'accord. Une des raisons pourquoi ce sont principalement les femmes qui s'occupent de la contraception, c'est parce que les moyens à disposition en ce moment sont, à part le condom et la vasectomie, pratiquement que féminins. Mais en ce moment, s'étudie beaucoup de possibilités pour offrir une contraception qui serait masculine. Et c'est très, très intéressant. Les pilules, des thèmes, il y a toutes sortes de choses qui se font, qui s'étudient en ce moment et qui pourraient permettre aux hommes de s'impliquer beaucoup plus dans la contraception. Et quand je parle de ce sujet-là, il y a souvent des femmes qui me disent « Hey, oui, mais moi, je ne trosserais pas ça, là, mon chum, pour prendre une pilule à tous les jours, pas que je tombe enceinte, c'est moi qui vais être prêt avec le bébé, sinon, etc. » Il ne pensera jamais à ça. Je pense qu'il faut penser en dehors de la boîte. Depuis toujours, c'est les femmes qui se sont occupées de la contraception, donc c'est très difficile pour nous d'imaginer un monde à l'intérieur duquel les hommes se sentiraient concernés là-dedans, mais je crois que c'est une question de sensibilisation et d'éducation. Et s'il y a des moyens qui sont mis à la disposition des hommes pour s'impliquer plus dans la contraception et qu'on sensibilise, qu'on éduque en conséquence, la donne pourrait changer à ce niveau-là. Pas demain matin, j'en conviens, mais il y a quelque chose qui peut se faire. Fun fact, by the way, à propos de la vasectomie, c'est 20% des hommes qui vont y avoir recours à un moment ou à un autre
de leur vie. Ce qui est quand même intéressant, on parle d'un homme sur 5. On essaie de démocratiser la vasectomie, puisque plusieurs hommes sont comme « Ah non, je ne peux pas tirer à blanc, non, non, non », ont l'impression que ça va les émasculer d'avoir une vasectomie, alors que dans les faits, ça ne change strictement rien. Mais on a quand même un homme sur 5 qui décide d'en avoir une et qui a le potentiel d'en influencer d'autres. N'est-ce pas fantastique? Fantastique, mais reste que la vasectomie, c'est une solution à long terme. Oui, c'est potentiellement réversible. Pour l'avoir testé avec mon chum, on n'a pas eu de bébé finalement, mais il a subi une inversion de vasectomie. C'est une grosse opération, soit dit en passant, de plusieurs heures sous anesthésie générale, avec une grosse convalescence après. Dans le cas de mon chum, ça a duré 1 mois. Là. C'est souvent le monde est comme « Ah, ils vont faire une vasectomie, ou au pire, tu te fais opérer, on fera le contraire. » C'est impliquant, puis ça donne pas de résultat garanti non plus. Donc, il ne faut pas voir la vasectomie comme un bon moyen de contraception pour quelqu'un de 20 ans qui projette d'avoir des bébés dans l'avenir. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quand la famille est finie, la vasectomie, pas avant. Et justement, avant ça, donc, il faut continuer de réfléchir à des moyens de contraception qui pourraient être pris par les hommes au-delà du condom pour pouvoir les inclure. C'est sûr qu'on ne pourra jamais les inclure s'il n'y en a pas de moyens. Et souvent, quand j'aborde ça, il y a aussi des gens qui me disent « Ah, mais il n'y en a pas des hommes intéressés à ça. » Sachez qu'ils sont de plus en plus nombreux. Ça, c'est le fun. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Il y a de plus en plus d'hommes qui sont comme « Oui, moi, c'est une méthode de contraception pour hommes, je suis intéressée à l'apprendre. » Parce qu'eux aussi n'ont pas envie de faire des bébés. Évidemment, c'est pas eux qui vivent avec la principale conséquence d'engendrer une grossesse qui est être enceinte et mettre un enfant au monde ou se faire avorter. Je suis d'accord avec vous. Mais de plus en plus d'hommes ont cette conscience-là de dire « Hey, moi, je veux pas aller là, je sais que je veux pas aller là et ça fait partie de ma responsabilité de ne pas aller là. » Est-ce que c'est tous les hommes? Non. Est-ce qu'il reste encore beaucoup d'éducation, sensibilisation à faire? Oui. Est-ce qu'on est sur une bonne voie? Je pense que oui. Et je crois que c'est des discussions qu'il faut continuer d'avoir avec nos chums, avec nos collègues, avec nos amis pour faire évoluer les mentalités à ce sujet-là. Mais bref, en termes de charge, il faut s'entendre pour dire que la charge contraceptive repose encore majoritairement sur les épaules des femmes et c'est une autre charge qui s'ajoute au prix du couple pour les femmes. Hey, c'est l'heure de la minute menstrue qui débarque n'importe quand comme tes règles, présentée par Europe Protection. On nous l'a tout dit des milliers de fois qu'on s'est plaint qu'on avait mal pendant nos menstruations. C'est normal d'avoir mal pendant tes règles. Et malheureusement, à cause de ça, beaucoup de femmes ont appris à souffrir en silence pendant leur menstruation alors que leur douleur avait rien de normal. Tu sais, des crampes à s'évanouir, des douleurs qui irradient jusque dans les jambes, des nausées, des migraines, de la diarrhée, de l'épuisement. Mais on serre les dents. On continue parce qu'on veut pas se faire dire qu'on exagère. Parce qu'on nous a toujours dit que c'était normal. Mais imaginez si c'était des gars qui vivaient ça chaque mois. Pensez-vous qu'on leur dirait qu'ils exagèrent, que c'est dans leur tête? Pensez-vous que la seule solution qu'on leur offrirait, ce serait « essaie donc la pilule contraceptive ou prends une Advil puis respire, ça va passer ». On banalise tellement les douleurs menstruelles qu'encore aujourd'hui, on passe souvent à côté de pathologies super graves, comme l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques. Puis pendant ce temps-là, les femmes continuent de vivre des journées où elles sont juste pas fonctionnelles, mais elles fonctionnent quand même, parce qu'on leur a dit que c'était normal. Mais c'est pas parce que les menstruations sont naturelles que les douleurs qui viennent avec le sont aussi. Puis tant qu'on va continuer à dire que c'est normal puis inévitable, on permettra pas que la recherche se fasse à la hauteur qu'elle devrait, ni aux personnes menstruées d'accéder aux soins qu'elles devraient avoir droit. Ça fait que la prochaine fois que vous rapportez des douleurs insupportables pendant vos menstruations à un professionnel de la santé, laissez-le pas vous dire que c'est normal. De retour au programme principal. Et là, vous vous attendiez à ce que j'en parle tôt ou tard. On va se parler de la charge domestique qui vient avec la charge parentale et la charge mentale. Et ce sont 3 charges qui, malheureusement, encore à ce jour, reposent aussi sur le dos des femmes. On dit que les femmes feraient 1 heure à 1,5 heures de tâches de plus que les hommes au niveau de ce qui est domestique parental chaque jour, ce qui représente beaucoup d'heures au bout d'une année, des heures qu'elles ne peuvent pas passer à se reposer ou à gagner de l'argent ou à faire whatever ce qu'elles voudraient. OK? Et ces chiffres-là tiennent compte des tâches qu'on fait à l'intérieur de la maison, donc lavage, ménage, cuisine, mais aussi de ce qui est fait à l'extérieur de la maison, donc entretien du terrain, de la voiture, etc. Souvent, on me le demande à ce moment-là, on est comme « Ah oui, mais ça tient pas compte là, de quand moi je répare de quoi sa maison? » Oui, ça tient compte de tout ça. Et la raison pour laquelle c'est si peu équitable encore aujourd'hui, ou en tout cas qu'il reste encore tant de chemin à faire, on se dira ça parce que ça s'est quand même amélioré au fil des années, c'est parce que les tâches restent extrêmement genrées.
Dans beaucoup de familles, ce qu'on va voir, c'est que les femmes font les tâches qui sont en lien avec le ménage à l'intérieur, la cuisine, le lavage, les enfants, etc. Et les hommes font les tâches sur la maison, les réparations, passer la tondeuse, pelleter dehors, faire changer des pneus, etc. ou changer les pneus eux-mêmes, etc. Le problème, c'est que ces tâches genrées masculines-là, c'est des tâches qu'on ne fait pas forcément quotidiennement. Tu sais, comme pelleter, tu fais pas ça tous les jours, toute l'année. Peut-être que tu restes en Alaska, mais mettons que tu restes chez nous au Québec, c'est sûr que non. Tu sais, tu vas pelleter peut-être 2-3 fois par semaine, un peu plus là, dans certaines semaines de l'hiver, j'en conviens. Tondeuse, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on fait chaque jour. Fait peut-être une fois par semaine, une fois par 2 semaines, dépendant de la température. Versus laver les vêtements ou faire à manger, qui sont des tâches qu'on doit faire chaque jour. Prendre soin des enfants. On peut pas prendre soin des enfants 2 jours de suite parce que ça ne nous adonne pas. Et c'est une des raisons qui fait que les tâches restent aussi déséquilibrées, c'est parce qu'on s'accroche énormément à leur genre. J'aime à croire que si hommes et femmes avaient grandi dans un monde où on n'avait pas dit « toi, femme, t'es supposée d'être ça, faire ça, d'être ci, d'être ça », et que toi, homme, t'es supposé de faire ça, d'être ça, de faire ci, faire ça, probablement qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui feraient la cuisine et de femmes qui passeraient la tondeuse, par exemple, et les tâches pourraient être réparties d'une manière qui serait beaucoup plus équitable. Alors, je l'avais mentionné dans l'intro, je le dis et je le redirai sans doute dans l'avenir, la solution à long terme, pas à court terme, la solution à long terme à ce partage inéquitable de tâches-là repose sur la façon dont on éduque nos jeunes par rapport au rôle de genre, par rapport à aider dans la maison, que tu sois une fille ou un garçon, savoir faire le lavage, savoir faire à manger, être capable de te débrouiller pour réparer quelque chose chez vous aussi. On a une propension à montrer ce genre de choses-là, exemple, faire des réparations. Et mon chum, quelqu'un de très sensibilisé à ça, est le premier à montrer à son fils à réparer certaines choses, etc., faire du barbecue et autres. Il n'a jamais montré ça à sa fille. Et je tire pas la pierre. C'est socialisé, notre affaire, et c'est beaucoup plus intériorisé qu'on croit. Même des individus super sensibilisés ont ce type de réflexe-là. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de réfléchir à ce qu'on fait au quotidien. Et encore une fois, je vous le dirai, dites pas « Ah non, mais moi, c'est correct, moi, je fais pas les choses comme ça. » Non, demandez-vous ce que vous pouvez faire de plus. En fait, demandez-vous toujours ce que vous pouvez faire de plus. Parce que le plus grand problème qu'on a en général, qui nuit à notre amélioration dans tous les domaines confondus, c'est de penser qu'on fait déjà tout ce qu'on peut. Et ce que je vous dis là, c'est tellement vrai qu'on observe une différence dans les couples homosexuels. Ou parce qu'il n'y a pas de répartition des tâches en fonction du genre, mais on a juste choisi de les répartir en fonction des envies et des compétences, puis on se retrouve avec une charge qui est beaucoup plus équitable. Est-ce que c'est vrai dans tous les couples homosexuels? Probablement pas. On s'entend, il n'y a rien de parfait nulle part. Mais reste que dans une observation globale, on voit une différence. Donc, cette idée que les femmes doivent faire des choses et que les hommes doivent faire des choses contribue à l'inéquité dans le partage des tâches domestiques. Et évidemment, c'est vrai aussi, plus spécifiquement à propos des enfants. À ce jour, ce sont les femmes qui prennent majoritairement le congé de maternité, parentalité. Bien sûr, elles accouchent, elles ont besoin d'un moment après l'accouchement, mais au-delà de ça, ça reste quand même elles qui sont majoritairement à la maison. Ce sont aussi majoritairement elles qu'on appelle quand il y a un enfant qui est malade, à l'école, garderie, etc. Il y a une étude qui a été faite à ce sujet-là aux États-Unis et semble-t-il qu'on appelle 1,4 fois plus souvent les mères que les pères quand il faut qu'un des parents vienne chercher l'enfant à la garderie. C'est pas anodin, ça non plus. Ça nous dit quelque chose. Et là, certains diront « Ouais, mais c'est sûr qu'on appelle la mère avant, puis c'est la mère qui s'en occupe. Souvent, c'est elle qui a le moins gros salaire, fait qu'on perd moins si c'est elle qui y va. » Mais comprenez que la roue tourne, parce que c'est toujours la mère qui s'absente, bien c'est souvent elle qui ne se méritera pas de promotion, ou à qui on dira « Hey, toi, t'es pas très fiable. » Et là, on se ramasse dans une boucle infinie de laquelle on ne sortira jamais. S'ajoute forcément à ça la charge mentale. Si ce sont les femmes qui font la majorité des tâches domestiques et qui prennent le plus soin des enfants, bien, tout ce qui vient avec les tâches et les enfants qui est à réfléchir, bien, sera réfléchi par les femmes. Donc, on comprend que la charge domestique, la charge parentale et la charge mentale, bien, font aussi partie du prix du couple pour les femmes. Et là, vous direz, ouais, mais tu sais, prendre soin des enfants ou faire le ménage, il faudrait le faire même si on était tout seul. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Par contre, il y a une recherche qui a été faite et qui démontre que les femmes célibataires consacrent moins de temps aux tâches domestiques que les femmes en couple, sans enfants. Alors que les hommes célibataires consacrent plus de temps
aux tâches domestiques que les hommes en couple. Donc, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'une femme se met en couple, elle va passer plus de temps à travailler à l'intérieur de la maison qu'elle le faisait avant et un homme va travailler moins. Ça fait malheureusement partie des choses qui ne mentent pas trop à propos du prix du couple pour les femmes. Une autre charge qui pèse sur les femmes en couple, bien, c'est la charge économique. Parce que, bon, on sait que statistiquement, pour chaque dollar gagné par un homme, une femme gagne 90 sous. Donc, par défaut, les femmes gagnent moins cher que les hommes. Donc, même si on a deux partenaires qui travaillent dans un couple, dans bien des cas, il y a évidemment des exceptions, mais dans bien des cas, l'homme va gagner plus cher que la femme. Malgré tout, pour des raisons d'égalité, il y a beaucoup de couples qui vont décider de faire 50-50 au niveau des dépenses. Et ça fait en sorte que chaque mois, la femme s'appauvrit et l'homme se garde un petit coussin de côté puis il peut faire ce qu'il veut avec. Peut-être qu'il va amener la femme en voyage, peut-être qu'il va s'acheter un char, peut-être qu'il va placer son argent pour sa retraite, etc. Mais lui a un coussin qu'elle ne peut pas avoir en faisant ce fameux 50-50-là par volonté d'égalité. Et c'est là où il faut faire la différence entre égalité et équité. Égalité, c'est on sépare les choses également, peu importe les besoins, peu importe la réalité de chacun. Équité, c'est on sépare les choses de manière à respecter les besoins et la réalité de chacun. Et donc, faire 50-50 dans un couple à l'intérieur duquel l'homme gagne plus cher que la femme, ce n'est pas équitable. Après, est-ce que vous, ça peut fonctionner dans votre couple? Oui, il y a autant de façons de gérer les dépenses qu'il y a de couples, mais c'est une chose qui reste à réfléchir quand même. Parce que ce 50-50-là appauvrit les femmes quand les femmes gagnent moins cher que les hommes à l'intérieur du couple. Et souvent, l'autre chose que ça engendre, c'est que puisque la femme gagne moins cher, eh bien, les gros achats, comme la maison, une voiture, bien, peuvent souvent être faits qu'au nom de l'homme. Et advenant le cas où c'est le cas, bien, la femme, elle, va gérer les dépenses du quotidien, épicerie ou autre. Mais s'il y a séparation, qu'est-ce qui va lui rester à cette femme? Il y a une théorie qui existe, c'est la théorie des pots de yogourt qui consiste un peu à ça, à dire souvent ce sont les hommes qui font les grosses dépenses, les femmes qui achètent l'épicerie et advenant le cas où il y a séparation, bien l'homme lui il reste une maison puis un char puis la femme il reste les pots de yogourt vides. Et effectivement, c'est une comparaison qui est intéressante. La loi a changé récemment à la fin du mois de juin et maintenant, les gens qui ont des enfants nés à partir de la fin du mois de juin 2025 se retrouvent par défaut sous un régime où s'ils se séparaient, il y a certains biens majeurs comme la maison ou la voiture qui devraient être séparés. Mais pour ça, il faut avoir un enfant et il doit être né depuis la fin du mois de juin de cette année. Mais prenez par exemple un couple qui aurait eu un bébé l'année dernière et qui n'a pas souscrit à cette loi-là, ce projet-là, auquel vous pouvez tous souscrire. Hein. Même si vous avez des enfants depuis plus longtemps, vous ne faites pas partie du projet par défaut, mais vous pouvez y souscrire si vous voulez. Sachez-le, c'est une très bonne idée d'ailleurs pour vous protéger. Mais si, par exemple, vous avez eu un enfant l'année dernière avec votre conjoint qui gagne beaucoup plus que vous travaillez, mais vous gagnez beaucoup moins, que c'est lui qui a acheté la maison. Bon, je sais que c'est une réalité qui se peut moins. Aujourd'hui, les maisons sont tellement chères, on les achète à deux, mais bon, advenant le cas où il a acheté la maison, où il a acheté la voiture et où vous payez l'épicerie, vous, eh bien, si demain vous vous séparez, vous n'avez rien. Vous avez que dalle, à moins d'être marié. Mais si vous n'êtes pas marié, vous n'avez rien du tout. Donc, il y a une protection en cas de séparation ou en cas de violence conjugale, par exemple, qui est inexistante dans un partage comme celui-là. Et c'est d'autant plus le cas si on pense aux femmes qui restent à la maison, donc femmes au foyer, mères à la maison, qui, elles, souvent n'ont rien à leur nom, ni maison, ni voiture, aucun revenu non plus, sont à la maison depuis plusieurs années, donc ont perdu en potentiel de compétences ou d'expérience sur le marché du travail, ont un très gros trou dans leur CV et demain matin, si leur histoire capote, ben, ils vont se retrouver littéralement à la rue. Alors, il y a vraiment cet aspect-là financier qui est à considérer. Et évidemment, c'est un poids qui n'est pas porté par toutes les familles, par tous les couples, dépendant de la manière dont vous décidez de gérer vos dépenses. Mais je vous invite fortement à faire l'exercice de l'équité. Et je sais que c'est challengeant pour plusieurs hommes qui ne trouvent pas ça juste de soudainement se mettre à devoir payer plus. Ça ne devrait pas marcher de même, c'est pas juste pour nous autres. Mais la réalité, c'est que c'est pour les femmes que ce n'est pas juste depuis le début. Et c'est dans une optique de retrouver un équilibre et une justice, et donc une équité, qu'on doit faire cet exercice-là. Mais je comprends qu'il puisse être dur à recevoir pour certains hommes. C'est normal. C'est toujours dur de te faire enlever quelque chose qui était à toi.
Même si c'était pas juste que ce soit toi qui l'aille. Sauf qu'on n'est pas des gros bébés. Il faut qu'on soit capable de s'asseoir, puis oui, d'accueillir les émotions de l'autre à l'intérieur de ça, surtout quand il est question d'argent. Vous savez, c'est un des principaux motifs de séparation. C'est toujours plate de parler d'argent. Moi, j'ai ça faire ça. On a dû faire l'exercice plusieurs fois. Je déteste ces moments-là, vraiment beaucoup, mais c'est nécessaire. Et comme on nommait que c'est une des causes principales de séparation, ça vaut la peine d'avoir une situation qui est claire et avec laquelle tout le monde est à l'aise. Parce que sinon, ça aussi, ça pourrait faire capoter la relation. L'autre charge dont on parle très peu, et j'espère qu'on en parlera plus dans les années à venir parce que je pense que c'est une des charges les plus lourdes qui pèsent sur les épaules des femmes quand il est question de couple, c'est la charge émotionnelle. Dans le dernier épisode, on a nommé que les hommes avaient beaucoup moins l'opportunité de développer leur intelligence émotionnelle parce qu'on leur permet plus ou moins, pas pantoute, de montrer leur vulnérabilité et leur sensibilité. Et s'ils le font, souvent ils vont être mal reçus, ils vont être jugés, ils vont être critiqués, ils vont être montrés du doigt. Ce qui fait en sorte que parler de comment ils se sentent, c'est vraiment pas évident pour beaucoup d'entre eux, versus pour les femmes pour qui c'est plus facile, en général, évidemment. Donc, s'il y a un problème à l'intérieur du couple, probablement que l'homme ne l'adressera pas ou qu'il va l'adresser sous forme de critique ou sous forme d'attaque. Alors que la femme, elle, va constater le problème, va l'amener sur la table et elle va exprimer comment elle se sent, va chercher des solutions avec l'homme pour régler le dit problème. Ce qui fait en sorte que quand il y a des problèmes dans les couples, c'est souvent les femmes qui se ramassent en charge de les régler. De la même manière où, de par notre socialisation en tant que femme, s'il y a quelqu'un dans la maison qui va pas bien, un enfant qui a eu une mauvaise journée, le conjoint qui revient puis qui est choqué ou autre, bien, c'est souvent nous qui vont se sentir responsables de gérer ça, de trouver des solutions, de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et ça, c'est pas que dû à notre partenaire. C'est pas dû à notre partenaire, ou très peu. C'est dû à notre socialisation respective, à l'intérieur de laquelle la femme a été élevée pour être douce, gentille, soumise, à aider les autres, être à l'écoute des autres, et l'homme être fort, puissant, viril et ramener le cash. Il n'y a pas question de parler d'émotion ni se pencher là-dedans. Et parce qu'on se cantonne beaucoup à nos rôles, bien forcément que c'est nous, les femmes, qui nous retrouvons avec toute la charge émotionnelle à porter à l'intérieur du couple. Et ça ne veut pas dire que l'homme ne vit pas d'émotion, hein. Pendant ce temps-là, c'est pas ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que l'homme vit pas de détresse, trouve pas des moments super difficiles. Mais la charge de régler ça, par défaut, en ce moment, n'est pas sur ses épaules. Elle est sur les épaules des femmes. Et ça, c'est une autre charge qui s'ajoute au prix du couple, la charge émotionnelle. Vous aurez donc compris que être en couple pour une femme, actuellement, dans un couple qui n'est pas déconstruit au niveau des rôles de genre, ça coûte très cher. Ça coûte très cher au niveau esthétique, ça coûte cher au niveau sexuel, ça coûte cher au niveau contraceptif, ça coûte cher au niveau domestique, parental, au niveau de la charge mentale. Bref, dans littéralement toutes les sphères, le prix à payer des femmes est très élevé en ce moment. Et c'est pas pour rien qu'en ce moment, autant de femmes remettent en question la manière dont les choses se passent à l'intérieur de leur couple, c'est parce que ça n'a pas à être comme ça. Et je tiens vraiment à respécifier que je ne suis pas en train de dire que si le prix à payer est si cher pour les femmes en couple en ce moment, c'est la faute des hommes. C'est la faute du gars avec qui tu restes. Je crois pas à ça. Je crois foncièrement que c'est la façon dont nous avons tous été socialisés qui fait en sorte qu'il y a tant de choses qui pèsent sur nos épaules en tant que femmes dans nos couples en ce moment. Et c'est important d'aborder ça avec notre partenaire. Et c'est important de voir comment on peut gérer les choses autrement. Et c'est important que nos hommes soient à l'écoute de ce qu'on a à dire à ce propos-là, montrent une ouverture à ce propos-là. Et c'est pas facile pour eux de la montrer non plus. Je l'ai nommé dans le dernier épisode, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont l'impression qu'ils ont quelque chose à perdre dans ces changements-là qu'on propose. Il faut leur expliquer pourquoi ça va être bon pour eux aussi. Parce qu'il faut que tout le monde gagne au bout de la ligne, puis tout le monde se sente bien. Et revoir ça, c'est effectivement une façon de s'assurer du bien-être, oui, des femmes, mais des hommes aussi. Qui pourraient être vraiment ce qu'ils veulent à l'intérieur du couple. Qui pourront s'occuper autant des enfants qui en ont envie, quitte à gagner moins cher ou travailler moins. Qui pourront se mettre à la cuisine parce que semble-t-il que finalement, c'était peut-être une passion cachée qu'ils avaient, mais comme c'était pas dans leur rôle de genre, ils s'y étaient jamais intéressés. Il faut aborder tout ça avec curiosité. Il faut aborder tout ça avec ouverture, ensemble, pour redéfinir la manière dont on a envie de vivre ensemble en couple. Et personnellement, je crois que si on s'aime assez,
c'est quelque chose qu'on peut tous faire. C'est ce qui complète cet épisode sur le prix du couple. Si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et sinon, je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Spotify et ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et je vous dis bye!